Bonjour, bienvenue dans Sale temps pour un film. Présenté par Clémence. Ce soir, nous allons vous parler des Animaux Fantastiques 3. La revanche. Avec aux percussions Célestin. Faites du bruit pour Célestin. Et Léonore. Ça devient n'importe quoi. Ah, c'est génial, hein. Moi j'aime bien le générique de Latex, mais là franchement je le troque tranquille. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Ici, on traite les films en profondeur, donc pour ça, on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, une équipe de magiciens de la critique ciné. Quand ils parlent des films qu'ils aiment, ça nous met des étoiles dans les yeux. J'ai le plaisir de retrouver Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. Et cette semaine aussi, 2 chroniqueurs supplémentaires. J'ai le plaisir d'accueillir Léonore. Bonjour. Bonjour Léonore. Et Célestin. Bonjour. Salut Célestin. À la technique, celui qui, épisode après épisode, envoûte vos canaux auditifs. Bonsoir Alain. Salut. Et on dit merci à Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. On remercie tous nos soutiens, car oui, cet épisode de Sale temps pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant, qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus pour nous soutenir. Rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un nifleur ? Non. Un chiline ? Non. Un manticore ? Non. Ah, on est vraiment à la masse. Bon, si vous, derrière votre écran ou derrière votre téléphone, vous avez répondu oui, je suis sûr que vous attendiez avec impatience le film dont on parle aujourd'hui, le 3e volet des Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. Si vous ne faites pas partie de la famille des Potterheads, les fans d'Harry Potter, je vous redonne un petit peu de contexte. Les secrets de Dumbledore, c'est le 11e film tiré du monde des sorciers créé par J.K. Rowling. Cette saga des Animaux Fantastiques, elle s'intéresse à des personnages qui apparaissent dans Harry Potter, mais 65 ans avant les aventures du jeune sorcier. Dans cet épisode, on retrouve donc le professeur Albus Dumbledore. Pour combattre le puissant mage noir Gellert Grindelwald, il fait appel au magizoologiste Norbert Dragono et lui demande de monter une équipe. Résultat, des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu qui vont tout faire pour empêcher Grindelwald de prendre le pouvoir. Aux commandes de ce long métrage, David Yates, un habitué du Potterverse, c'est lui qui dirige les films de la franchise depuis Harry Potter et l'Ordre du Phénix. En 2018, grâce aux Animaux Fantastiques 2, il devient même le 5e réalisateur le plus rentable de l'histoire du cinéma. Côté production, le projet a connu de nombreux rebondissements, à cause du Covid évidemment, mais aussi à cause de Johnny Depp. Suite à son procès pour violence conjugale, il est poussé vers la sortie par Warner et remplacé par Mads Mikkelsen dans le rôle du méchant mage noir Grindelwald. Le film sort finalement en avril de cette année, le 6 en Belgique, le 13 en France et le 15 aux États-Unis et au Canada. Alors, on l'a dit, il était très attendu des fans de Harry Potter, mais vous, c'est quoi votre météo ? Léonore, c'est quoi ta météo sur ce film ? Il y a des endroits de soleil et des endroits de pluie. Ah, tiens donc, un temps mitigé. Ok. Célestin ? Il y a des endroits de grand vent, il y a des endroits de soleil. Ok. Bon, unanimité dans la famille Dupuis. Julien ? Je vais pas dire que c'était mes enfants. C'est grillé, hein, je crois. Ouais, je crois bien. Quelques jolies brumes anglaises et puis un peu trop de fumée quoi, par moment. Et toi, Stéphane ? Beaucoup de brume. Beaucoup de brume parce qu'on a un peu du mal à retrouver ses petits, j'ai envie de dire, là, dans tout ça, quoi. Très bien. Eh ben, je pense qu'il va y avoir du fight sur cet épisode.
Hein, ça va être la jeune génération contre les critiques les vieux. Seniors. On va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par vous. Qui se lance ? Célestin, je te sens au taquet là. Alors, tu disais un peu de brume, un peu de pluie, mais du soleil aussi, hein, c'est ça ? Un peu de grand vent et du soleil quand même. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans le film ? Qu'est-ce que t'as bien aimé ? J'ai bien aimé qu'il y ait les animaux fantastiques. Bien sûr, comme j'aime Harry Potter, pas que ce soit Harry Potter, qu'on voit le château de Poudlard. J'ai aussi aimé, bon là je vais un peu spoiler, l'animal fantastique bleu. L'animal fantastique bleu. C'est quoi ? C'est le dragon là Oui. Au début ? Tu peux nous expliquer comment il fonctionne et pourquoi tu l'aimes bien ? Oui, en fait je l'aime bien parce que je la trouve bonne l'idée que il grossit avec beaucoup d'air et il grossit et au bout d'un moment il se relâche tout. Il a des grandes ailes d'un seul coup alors qu'il avait des ailes grandes au moins comme ça. Ouais, alors c'est un podcast donc on voit pas trop, mais c'est grand comme quoi ? Comme une barre Mars quoi, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Ouais. Et il est vachement important en plus, cette créature elle est vachement importante dans l'histoire. Alors je crois qu'il parle pas de celui-là, il parle de celui qui est au tout début, Non. c'est ça hein, Celui qui sort et qui avec sort la voilà, valise. et qui lui permet de voler en fait, Ouais. qui sert un peu de on est montgolfière carrément quoi. au tout début, Exactement. En fait, ce que t'aimes bien toi, c'est les monstres, c'est ça du truc, c'est ça ? Ouais. Tu trouves qu'il y a un bon C'est pas des bon chara design ? Léonore trouve que c'est pas des monstres, pourquoi Nonor ? C'est un monde déjà assez parallèle, le monde des sorciers. Et c'est un peu l'équivalent de nos animaux à nous, parce qu'on peut retrouver des animaux qui ressemblent aux nôtres, mais qui n'en font pas partie. Juste, Léonore, celui-là, bon, je sais que j'ai déjà retrouvé les animaux des Pokémon, vu qu'ils les ont beaucoup changés. Tu veux dire qu'ils se sont inspirés des Pokémon dans les animaux fantastiques ? Non, les Pokémon, ils se sont inspirés. D'Harry Potter. En fait, les Pokémon se sont inspirés des vrais animaux, comme par exemple Pikachu. Soit c'est un lapin, soit c'est une souris. Et là, tu penses que c'est inspiré de vrais animaux aussi ? Non, le bleu n'est justement pas inspiré d'un vrai animal qui existe. C'est pour ça que je l'aime. Parce que c'est une création complètement originale. Et qu'est-ce que t'aimes pas alors du coup ? T'as dit qu'il y avait un peu de... que c'était Oui, Mitch. parce que on appelle ça les animaux fantastiques. Nous sommes d'accord que dans les animaux fantastiques, on rentre toujours dans la valise. C'est un peu notre endroit de paradis. Ouais. Ouais, il faut parler de il y a ce personnage, Norbert Dragono, qui a tout le temps une valise avec lui. Et c'est un peu comme Mary Poppins. C'est une valise, il y a plein de trucs dedans et des animaux. Ça fait partie des problèmes du film, c'est qu'il l'a pas tout le temps avec lui, la valise. Oui, et aussi qu'il n'y rentre jamais. On est d'accord. Il y rentre très peu quoi. Il y rentre pas. Non, Et vous attendiez à ce que Dragono rentre plus dans sa valise, qu'il se passe des trucs avec c'est la les valise, animaux fantastiques. Et là, il y a un grand animal fantastique, mais on en voit... Enfin, c'est même pas on n'a pas l'impression que c'est l'histoire principale, donc... Il est quand même important. Oui, mais... Dans le récit, parce que justement, c'est celui qui choisit... Une fois dans la valise, 2 minutes, c'est un peu dommage. Même pas, on rentre même pas dans la valise. Ce que j'appelle rentrer dans la valise, c'est vraiment plonger dedans. Plonger dans tout l'univers. Ouais. Alors que là, on voyait juste le dragon bleu que j'adore manger un poisson. Sinon, ces deux petits animaux de compagnie l'appelaient et ils venaient. Ouais. Donc, on rentrait pas dans la valise pour moi. Ouais, mais du coup, tu trouves on voit pas assez d'animaux, tout ça, de bestioles, quoi. Ouais. Les animaux, c'est... Et sur le reste de l'histoire, du coup, t'as été satisfait ? Tu trouves qu'il y avait assez de fantastique, de merveilleux Oui, mais aussi, hier soir, j'ai trouvé un truc dommage. Tout est basé sur un vote. Oui. Sur un vote. Parce que... Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un vote ? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire ? En fait, le grand méchant va tricher pour être élu président. La bête qui élu les personnes présidents, il va la tuer d'abord pour faire une sorte de zombie qui va l'écouter. Ah ouais, t'as fait un gros spoiler. Ah ouais, là t'as tout spoilé le film. Alors, on l'a prévenu, on spoil tout. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît pas là-dedans ? Et pourquoi c'est basé autour d'un vote ?
Donc l'idée, c'est que il y a cet animal magique, le Qilin, qui ressemble un peu à un Bambi. Hein. Oui. Il ressemble un peu à un Bambi. Et qui va dire qui devrait devenir le nouveau président des sorciers. Oui. Et le grand méchant, il tue le Qilin. Voilà, on l'a dit, on spoil. Et il le tue. Et ensuite, il le ressuscite pour faire en sorte que ça soit lui qui soit choisi. Parce que le Qilin, en fait, il choisit les gens qui sont purs. Et lui, il est pas pur, c'est le méchant. Et qu'est-ce qui te dérange dans le fait que ce soit un vote? T'aurais préféré quoi? Qu'il y ait plus de bastons de sorciers, tous ces trucs-là? Juste, tout est basé autour d'un vote. Est-ce que vous avez vu un film de J.K. Rowling basé sur un vote? Ah ouais, d'accord. T'as trouvé que c'était trop proche de la réalité, toi? Ben ouais, c'est trop normal, trop... C'est trop dans l'actualité, quoi. Oui. On est trop dans l'actualité, je pense. Et toi, Léonore? J'ai trouvé toujours l'univers est génial, ça changera pas. Mais c'est vrai que déjà, on rentre pas du tout dans la valise. Et sur le fait du vote, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Mais on le voit pas assez. Enfin, on n'entend même pas aucun des personnes qui vont être élues parler au moins une fois dans le film. Et on développe pas assez ces personnages. Et ça fait partie des personnages, on sait pas trop à quoi ils servent. Tu veux dire les autres candidats, Léonore, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a plusieurs personnages dans le film où on comprend pas pourquoi ils sont là et tu trouves pas qu'en fait le souci, moi je trouve dans ce film-là, c'est qu'en fait on revient vraiment un peu trop à se rattacher à l'univers d'Harry Potter et ce que nous on connaît de l'univers d'Harry Potter. C'est-à-dire avant en fait justement on perd les animaux fantastiques qu'on connaissait pas trop, tu vois, on en voyait quelques-uns dans Harry Potter, tu vois, dans les précédents quoi. Mais là maintenant en fait on se rattache vraiment à toute l'histoire de Dumbledore, du méchant, etc., et de tout ce que ça veut dire en fait pour Poudlard quoi. En fait, c'est dommage que le titre du film, que ça fasse partie des animaux fantastiques parce que ça devrait pas. Ça pourrait être un film à part les animaux fantastiques, mais ça devrait pas en faire partie. Même s'il y a les personnages, il y a presque rien dessus. Enfin, c'est pas développé. Il y a des personnages qui sont les basiques. Je pense aussi à la petite amie du personnage qui est censé être principal. Elle, on la voit pas alors que ça fait partie des basiques du groupe. Et il y en a d'autres qui nous ont rajouté, on sait même pas pourquoi ils sont là. Tu trouves que ça manque un peu de cohérence dans le casting? Qu'est-ce que tu voulais dire, Célestin? C'est que moi au début j'ai pas du tout compris que la bête c'était pour un vote. J'ai pas du tout compris que c'était pour un vote. Je me dis ça, c'est vrai. On comprend pas pourquoi c'est un vote. On dit attends, c'était un vote au début de... En fait, on peut comprendre ça, mais il y a des informations qu'on se prend au milieu du film, alors que c'est un peu gênant. Par exemple, on apprend que la mère du Qilin ouais, est morte. Alors que oui, c'est vrai que c'est pas clair. Alors que quoi. nous, on le voit pas. Enfin, on la voit pleurer, mais en même temps, elle a perdu son enfant, donc c'est un peu normal. Mais enfin, on l'apprend, il le dit comme ça, dans un moment qui est même pas souligné. Et on est étonné, on se dit Parce que t'aurais voulu avoir une belle scène émotionnelle aussi si elle était morte. En fait, c'est surtout qu'on aurait bien aimé le comprendre parce que quand il part, on se dit mais pourquoi il l'emmène? Enfin, t'emmènes la mère aussi, c'est un peu logique. Et après, on comprend pourquoi, mais... Donc, des faiblesses narratives. Mais vous disiez quand même tous les deux que vous aviez des rayons de soleil. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans le film? Déjà, l'univers. Et pourquoi t'aimes l'univers, d'ailleurs? C'est un univers qui est... maintenant, on le connaît bien. Mais je trouve que même... l'univers de base dans tous les livres et tous les films, c'est toujours bien. C'est toujours un bon univers parce que c'est le même et... ça changera pas. En plus, toi, t'as lu tous les livres, quoi. Presque non, tous. Parce que les derniers sont nuls. Hein. Ah bon, d'accord. Attends, les derniers sont nuls et tu les as pas lus? J'ai pas lu le 7. Ah oui, bon ça va. Mais les autres, oui. T'en as lu plus que moi. Donc l'univers, t'aimes bien. Célestin, qu'est-ce que aussi, t'aimes bien? on découvre toujours tout dans plus un truc dans l'univers. Et là, d'un coup, c'est stop. Y a rien de on nouveau. connaît juste un mini truc
C'est qu'il y a une bête pour le vote, c'est tout. Ah ouais. Donc il y a pas grand-chose de nouveau, quoi. C'est ça que tu veux dire? Oui, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Alors que dans tous les Harry Potter, nous sommes d'accord, il y a quelque chose de nouveau. Ouais, mais toi, t'es comme nous, t'aimes pas qu'on joue sur ta nostalgie. Ouais, vous êtes un peu des trouillards là tous les deux. Alors du coup, est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont foutu la chocotte un petit peu là? J'aimerais bien que vous parliez de ça aussi. Non, mais juste, je voulais dire quelque chose d'autre, c'est que oui, effectivement, il y a des élections, c'est pour élire le monde des sorciers, donc c'est assez important. Et on sait même pas pourquoi. Enfin, on sait même pas si la personne avant était morte, si elle était plus là et qu'en fait c'est la personne qui présente un peu les candidats. On sait pas. On comprend pas les règles en fait. Ouais. Tu comprends pas à quoi elle sert. Enfin, c'est surtout qu'ils n'expliquent pas assez les personnages parce que par exemple, dans le film, il y a un personnage qui est partagé entre les deux candidats qui les présentent et qui va être là pour un peu le présentateur de la cérémonie. On ne sait pas si c'était lui qui était avant, si en fait il est juste là pour encadrer. Et il n'y a pas de lien finalement. Enfin, il y a un lien dans les personnages avec le numéro 2, avec les animaux fantastiques. J'ai pas vu le numéro 2. Alors, qui l'a vu ici? Moi, je l'ai vu, moi. Alors, est-ce que narrativement, il y a une continuité ou... Vaguement, mais alors, je parle, moi, du coup... vous redirez les enfants, du coup, derrière, si vous avez d'autres trucs, quoi. Bon, alors moi, je vais vous faire mon blog critique et puis vous direz si vous pensez à des trucs. Moi, déjà, en préambule, il y a des choses que j'aime beaucoup, moi, dans la saga Harry Potter et que je respecte. Il y a une chose qui est un peu un accident, mais enfin, ou en tout cas, qui est une circonstance heureuse, qui est que aujourd'hui la plupart des blockbusters, enfin en tout cas une large partie des blockbusters se font en Angleterre, qu'il s'agisse du tournage, de la pré-prod ou des effets spéciaux, de la post-prod, et beaucoup de choses se font en ce moment en Angleterre. Et je trouve que la saga Harry Potter a toujours bénéficié de ça, c'est-à-dire que il y a une moi je trouve que c'est quand même des blockbusters européens en fait, quelque part, depuis le premier, hein, et moi mon appréciation de tous les films est extrêmement inégale, hein, j'ai pas le même avis sur tous les films, évidemment, loin de là, et je suis pas attaché à beaucoup de ces films, mais je reconnais ça. Le truc, et ça Léonore et Célestin en ont parlé, c'est l'univers, c'est-à-dire que J.K. Rowling, je mets de côté évidemment toutes ces déclarations problématiques, hein, mais par contre J.K. Rowling, elle a quand même créé quelque chose qui effectivement est très solide et très charpenté en fait, même dans son rapport aux mythologies là encore européennes et tout, et ça se ressent, ça bénéficie de ça, même des suites comme celle-ci un peu tardive, et des extensions, on va dire, un petit peu éloignées du noyau central, on va dire. Et le dernier truc, et qui me semble le plus important, c'est que comme dans toutes les grosses sagas cinématographiques, les Harry Potter et ses dérivés, ce sont des films de producteurs. C'est-à-dire que les James Bond sans les brocolis, par exemple, ça aurait pas été James Bond, quoi. Voilà. Je sais pas moi, Star Wars avec George Lucas, et après Kathleen Kennedy, et aujourd'hui même Marvel avec Kevin Feige. C'est-à-dire, on pense qu'on veut de Kevin Feige, mais c'est des films qui lui ressemblent, qui lui appartiennent et qui sont guidés par Kevin Feige. Là, en l'occurrence, le producteur, c'est pas un Kevin Feige, c'est David Heyman, qui est pour moi un producteur mais formidable. C'est je trouve un des meilleurs producteurs sur la place, qui a fait plein de choses passionnantes, qui est pareil, qui a je trouve une bonne compréhension. Il suffit de voir ses Paddington, par exemple. Il a un truc, je trouve, de compréhension d'une part de ce qui est, on va dire, la culture pop, pour reprendre un terme un peu fourre-tout comme ça, et puis aussi de la culture européenne. Donc voilà, donc ça planté, je veux dire, ce sont comme quelque part, sont des acquis, et je respecte ça. Et je respecte la volonté de bien faire, tu vois, par exemple, là, que ce soit James Newton Howard qui fasse tout le temps la musique, même si la musique, je trouve, on ne trouvait pas forcément dans le film, quoi, j'ai pas écouté à part, mais elle est pas génialissime, mais moi, j'aime bien le thème et tout, et ce qu'ils avaient fait avec les compositeurs auparavant, c'était la même chose, voilà. Après, moi, le gros problème que j'ai avec cette saga, en fait, j'ai deux problèmes. Et le premier problème, c'est inhérent au récit feuilletonesque. Il faut s'y faire. On est aujourd'hui dans l'ère du feuilleton au cinéma. C'est lié aux franchises, mais moi, je dirais plutôt que, voilà, d'un point de vue d'une typologie en fait de narration, c'est du feuilleton. C'est ce qu'on pouvait retrouver dans la littérature du 19e français. Je vous ennuie pas trop, les enfants, ça va, comme Gensu et puis les mystères de Paris. Alors, le feuilleton,
a ses avantages, a ses vertus, notamment la faculté de chercher à créer des personnages qui soient avec de plus en plus de dimensions, de plus en plus complexes. Et il y a eu des réussites là-dedans. Moi, c'est-à-dire que je suis d'accord avec Léonore. Je trouve qu'il y a eu un déclin dans les romans à partir du 5e volume, même si elle a un peu rattrapé le truc avec le 7e. Mais par exemple, un personnage comme Snape, qui est Rogue, c'est ça, Rogue Léonore en français. Par exemple, je trouve que c'est une vraie réussite, ce personnage. Ce qu'elle arrive à en faire, les multiples retournements autour du personnage et tout, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et le nouveau personnage qu'elle avait créé donc pour les Animaux Fantastiques, Dragono, et je trouve aussi qu'il y a un personnage intéressant. Ce qu'elle essaye de faire aussi autour de Dumbledore, c'est pas inintéressant. Et ça, c'est plutôt bien. Après, le problème du feuilleton, c'est que, au bout d'un moment, et ça, personne n'y échappe. Je veux dire, même, je vais faire une hérésie, mais moi, j'adore Victor Hugo, mais même dans Les Misérables, qui est issu aussi du récit feuilletonnesque sur plus d'un aspect, tu as des moments où le récit se délite, il se perd, et puis, tu as aussi le truc alors là, c'est plus chez les mauvais représentants du feuilleton, qui est de tenir en haleine l'attention du spectateur avec un mystère qui se crée, en fait, qui est parfois appelé par les spectateurs ou les lecteurs, mais parfois qui émane en fait du récit. Et ça, c'est très très dur en fait de tenir ce truc-là. Donc voilà, ça, je trouve que dans Les Animaux Fantastiques 3, le film pâtit vraiment beaucoup de ça. Après, pour revenir plus spécifiquement à cette saga-là, moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier Animaux Fantastiques, c'est donc la présence de ces personnages, et ensuite il y avait deux choses. La première, c'était l'ouverture du monde magique, c'est Magical World, je crois d'ailleurs le nom officiel de la franchise, non, c'est ça, hein, Clémence? Je crois que c'est ça, hein. C'est Fantastic Beasts, je crois. Non, mais je crois qu'il y a un truc plus large en fait de ça, enfin peu importe, mais il y avait une volonté de l'ouvrir justement au monde. C'est-à-dire que l'intérêt du premier opus, c'était, on te disait, voilà, l'histoire se situe non plus dans le vieux monde, en Europe, ça se situe à New York, à une période très spécifique. Qu'est-ce qui se passe si les règles d'Harry Potter s'appliquent à cet univers-là, à ce contexte-là? Et moi, quand j'avais vu ça, déjà, je trouvais ça hyper satisfaisant sur New York. Moi, c'est un décorum auquel je suis hyper attaché, probablement à cause du King Kong de Shutstack et Cooper, d'ailleurs, mais bon, bref. Mais je trouvais ça déjà hyper réussi. Je trouve qu'en plus, alors ça fait partie des grands atouts de la saga, c'est qu'il y a des personnages récurrents, notamment le duo de créateurs Minalima, qui s'occupe de tout ce qui est affiches, couverture de livres, etc. Et je trouve que leur pardon? Papeterie. Et de la papeterie, exactement, t'as raison, Léonore. Et en fait, ceux qui avaient fait la carte du maraudeur, par exemple, et la façon qu'ils avaient eu de s'adapter à l'art déco, par exemple, New York et tout, j'avais trouvé ça vraiment formidable. C'était vraiment un plaisir, quoi, pour les yeux, j'avais trouvé. Donc ça, c'était le premier truc. Et je me prenais, moi, à fantasmer en sortant de ça. Pour moi, la promesse, c'était, on va continuer à voyager à travers le monde, parce que le récit appelait ça, et ça, je vais en venir dans un deuxième temps. Mais on va continuer à voyager à travers le temps, et on va avoir des déclinaisons, en fait, de cet univers, je ne sais pas, en Asie par exemple, en Afrique centrale, en Afrique du Nord, dans le monde arabe, tu vois, ça pourrait être génial. L'épisode 2 se déroulait à Paris. Alors voilà, mais ça c'était déjà un problème, c'est-à-dire que très vite, quand ça se passait à Paris, moi, pour le coup, alors c'était un peu plus flag dans cet épisode-là, mais c'était pas du tout satisfaisant. Il y avait quand même des tentatives, il y a un final, si mes souvenirs sont bons, qui se passe dans le Père-Lachaise par exemple, des choses comme ça, mais c'était très mal travaillé. Enfin, j'avais trouvé pas du tout aussi satisfaisant que sur le premier opus. Et ça, c'est un élément, je trouve, que l'on perd totalement avec le troisième opus. C'est-à-dire qu'on retourne en Angleterre, on revoit effectivement des décors, ou en tout cas un contexte auquel on était déjà habitué auparavant. Moi, il y a effectivement la fin se déroule au Bhoutan, si mes souvenirs sont exacts, mais bon, je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, ni Léonore ni Célestin n'en ont parlé du fait que ça se passe dans un pays étranger, la fin. Donc, de temps en temps, tu vois un petit motif par-ci par-là, mais bon, c'est pas ça qui te nourrit. Et enfin, le dernier truc, et là, au niveau de la narration, c'est qu'il y avait une autre promesse aussi dans Les Animaux Fantastiques, qui était que t'es dans l'entre-deux-guerres, et dans les années folles. Ça se passe en 1930. C'est ça, et ce qui est une période fascinante, je veux dire, de l'humanité, où tu as un effondrement économique, et évidemment, le gros truc, le gros loup, c'est la montée du nazisme. Et je trouvais ça intéressant, c'est une tension qui a déjà été travaillée plein de fois, sur Carnivale, sur la série Babylone Berlin de Tom Tykwer et tout, et je trouve que c'est un moteur narratif
absolument imparable, parce que c'est profondément terrifiant, et de voir la naissance du mal et quelque chose de toujours complètement fascinant. Et c'est aussi un des thèmes, je pense, d'Harry Potter, hein, de traiter autour de la question du mal. Et du coup, de voir une nouvelle émergence là-dedans. Et c'était la même chose. C'est-à-dire, pour moi, la promesse était de voir qu'est-ce que le Troisième Reich, mais dans le Magical World de J.K. Rowling, qu'est-ce que ça donne, en fait. Et tu avais un truc qui était tout tracé. C'est-à-dire que les proto-nazis, ils sont déjà là. C'est-à-dire tu les vois, les partisans, justement, de alors, tu les vois un petit peu, mais tu les as déjà. C'est-à-dire que cette volonté de voir une sous-humanité, en fait, chez les hommes, avec les moldus et tout est là, en fait. Tout est écrit, il faut le traiter, ça. Et là, c'est pareil, je trouve que ça se déballonne, mais alors complètement. C'est-à-dire que t'as encore quelques icônes et tout par-ci et par-là, mais il faut le traiter, ça. Il faut le travailler, il faut sentir cette puissance qui est en train de monter. Il faut sentir l'arrivée par exemple, de qu'est-ce que visuellement ça pourrait être, en fait, dans ce monde-là et tout. Et moi, j'ai pas du tout été satisfait là-dessus. Après, il y a des petits trucs là-dedans. Je suis étonné que vous en ayez pas parlé, les enfants, mais par exemple, la scène de la prison, par exemple, je trouve que c'est super cool. Moi, j'aime bien cette scène-là, parce que pour le coup, le monstre, il est cool, et j'adore la scène avec par exemple le gardien avec son espèce de tampon complètement acariâtre et tout. Je trouve que ça fonctionne bien, c'est sympa, quoi. Donc voilà. Je vois que tu lèves la main, Célestin. Qu'est-ce que tu veux faire comme remarque? Juste l'animal, comme tu viens de parler de l'animal de la prison, je trouve un peu bête qu'il ne l'emporte pas. Pour sa collection, tu veux dire? Oui, parce qu'il fait une collection d'animaux, et tous les animaux comptent. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Après, moi j'aime bien, tu vois, quand ils le dressent comme ça, quand ils font leur danse un peu ridicule là, pour que tous les animaux fassent la même chose, je trouve que c'est rigolo, en fait, cette espèce de pantomime, non? Ça vous a pas fait... Oui, mais le gros monstre, papa. Ah, le gros! Bah, Papa, non, mais quoi? Ouais. Le verbe exact est chalouper. Le quoi? Le verbe exact est chalouper. Ah oui, ils doivent chalouper, oui, exactement, ouais, ils chaloupent, exactement, voilà. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce que je dis? Bah, c'est vrai que la scène de la prison est géniale, mais j'ai pas compris comment il sortait d'un coup dans la forêt. Cette transition de... Ils sont dans la prison et d'un coup, t'es dans la forêt. Tu comprends pas pourquoi. Je pourrais pas vous répondre. Tu comprends pas, tu comprends pas ce qui s'est passé. Non, mais c'est des ellipses un peu... Ils se font attaquer par cette espèce d'énorme bestiole qui est au fond du fond de la prison. Qui est, je crois que c'est un mandracore, justement. Non, pas mandracore. Je crois pas. Non, j'ai... Google est notre ami. Mais ça fait partie des problèmes de narration de manière générale du film, hein, et de la saga d'ailleurs, hein, moi je trouve. Hein, c'est un des problèmes que j'ai, parce qu'on a parlé beaucoup Julien a parlé beaucoup du producteur. Moi, j'ai envie quand même de mettre une pièce sur le réal, hein, qui est quand même là depuis un moment, quoi, et qui, moi, à mon sens, sabote beaucoup ce qu'il y a de magique, justement, dans Harry Potter, quoi. Parce que, moi, Harry Potter, j'ai pas un attachement énorme à la franchise en soi, mais par contre, en fait, je suis hyper, je trouve ça hyper sain d'avoir, en fait, une création comme ça, qui était originale à l'époque où elle est sortie, qui puisse, en fait, emmener les enfants progressivement dans le fantastique, en fait, c'est-à-dire leur montrer le fantastique d'une certaine manière, et du coup je trouve ça hyper respectable, en fait, d'avoir tu voulais dire quelque chose, tu lèves la main. Je trouve oui, le réalisateur le réalisateur et le producteur, vous en avez parlé, mais les acteurs, sinon je trouve qu'ils sont assez bons, en général. Oui. J'aime beaucoup celui qui fait le moldu. Je trouve qu'il est très bon dans son rôle. Celui qui joue Jacob. Il y a un talent du casting, moi je trouve, dans Harry Potter aussi. Cette volonté de réunir tous les acteurs anglais, tu vois. En fait, je sais pas, j'aime beaucoup le question-réponse où il est très fier d'être nommé assassin et tout. Ça, j'aime beaucoup cette scène, je sais pas pourquoi. Il est sympa, ce perso. Ouais, parce que c'est un personnage comique et qui fonctionne bien. Puis il est attaché, il est amoureux, quoi. Donc ça marche, c'est un personnage qui fonctionne, quoi. Mais non, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, justement, c'était... Alors certes, c'est vrai que c'est des films de producteurs, hein, à proprement parler, toute cette saga-là, mais en fait, avant vraiment d'attacher ça spécifiquement à ce producteur-là, il faut quand même, en fait... ils peuvent pas se débarrasser de J.K. Rowling. Je veux dire, ils la mettent vraiment de côté avec la promo parce qu'ils sont super emmerdés. Quand ils ont essayé de mettre de côté. Langage, non, mais comme ils ont mis de côté. En fait, ils peuvent se débarrasser de Johnny Depp, ils peuvent pas se débarrasser de J.K. Rowling, quoi. Et en fait, le truc, c'est que mine de rien, moi qui n'ai pas lu en fait forcément les livres, je sais qu'à l'époque de la saga Harry Potter, il y avait une problématique en fait vis-à-vis de la narration qui était liée au fait que en fait, qu'est-ce que tu choisissais d'adapter comme séquence ou pas,
qu'est-ce qui était trop long, qu'est-ce qui était trop verbeux, et qu'est-ce qui finalement n'était pas assez cinématographique pour qu'on le garde. Comment dire, dans les films, dans les adaptations cinématographiques, et je trouve que bon, moi j'aime bien le premier film, je trouve pas désagréable en fait, justement pour une rentrée en matière en fait dans cet univers-là. Le 2 déjà en fait je sentais déjà qu'il y avait des gros problèmes de rythme qui étaient très mais pour l'avoir revu en plus récemment, je trouve que c'est pas si pire pour un gros blockbuster familial quoi, quand tu compares à ce qui se fait aujourd'hui quoi. Il y a surtout une très grosse traînée à la fin quoi. Pour moi le meilleur de tous, mais c'est le 3, mais c'est parce que Cuarón en fait c'est vraiment attraper le taureau par les cornes, et elle fait vraiment en fait il a adapté sa mise en scène au monde magique en fait, donc t'as beaucoup d'inventivité effectivement qui a complètement disparu après quoi. C'est-à-dire que quand tu regardes un truc comme l'épisode comme le 4e par exemple Harry Potter, c'était sympa de voir la scène de Quidditch ou ce genre de choses quoi, mais tu te bouffes des marches interminables dans les couloirs, des trucs comme ça, etc. Et tous ces problématiques de rythme-là, en fait, pour moi, pourquoi j'en parle ? En fait, j'en parle dans ces trucs-là parce que je pouvais éventuellement les mettre sur les problématiques d'adaptation. Mais là, pour moi, en fait, et c'est d'autant plus flagrant dans les Animaux Fantastiques, c'est que, en gros, là, les problèmes d'ellipse dont on parle et ce genre de choses, c'est qu'en fait, c'est très bizarrement raconté. L'accent, en fait, sur les séquences importantes, sont pas toujours bienvenus, moi je trouve. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des personnages qui ont complètement disparu, qui apparaissaient dans le truc, et du coup tu sais pas forcément pourquoi ils sont plus vraiment là ou quoi. T'as l'accent qui est mis effectivement sur Dumbledore et sur attends Célestin, je te donne la parole après, mais je termine. Ouais. Voilà, c'est ça qui effectivement l'analogie avec la montée du nazisme. Bon, tu la loupes que si t'es pas au courant, quoi. Mais le truc, c'est que le problème de cette analogie-là, c'est que finalement, fondamentalement, en fait, elle perd, je trouve, en fait, parce que on se repose un peu trop là-dessus, en fait, pour fondamentalement rendre, pour jouer sur l'univers fantastique, quoi. On se repose trop dessus, sans pour autant aller au bout des enjeux, comme ce que tu. En fait, on va pas au bout des enjeux parce que justement, on se repose dessus. C'est-à-dire que toute l'idée, c'est de dire bon bah voilà, lui c'est égal Hitler dans cet univers-là, et puis c'est réglé. Sauf qu'en fait, bon, vous savez qui est Hitler, tout va bien, donc voilà, c'est lui. Tu vois, et comme ça, c'est réglé. Et fondamentalement, tu le vois être machiavélique sans l'être vraiment. Tu vois, donc. Célestin, tu voulais dire quoi ? En fait, j'ai pas compris le pendentif de sang qu'ils ont fait. Alors ça, je peux t'expliquer si tu veux. Oui, je veux bien. Alors, en fait... Attends, Léonard... Ah, Léonard peut l'expliquer. Léonard, tu veux expliquer ? Le pacte de sang qu'ils ont fait quand ils étaient encore amoureux pour... s'ils avaient une colère, qu'aucun des deux meurt. T'as aimé ça, qu'ils soient amoureux ? Bah, c'est une bonne idée, je trouve. Parce que c'est vrai que dans les livres, on n'avait que des couples filles-garçons. Et ça rajoute aussi au personnage Dumbledore qui est un personnage de toute sagesse, encore plus de sagesse accumulée dans le fait qu'en fait c'est quelqu'un qu'on voit d'à côté, même pas du fait qu'il soit amoureux d'un homme, mais aussi du fait c'est quelqu'un qui est bon et modeste. Ouais, et puis on s'en rend encore plus compte dans dans celui-là. Moi j'ai arrêté Harry Potter parce que de les lire. Coupez le son là si vous voulez, hein, si vous êtes en train de les lire, parce que Dumbledore meurt et ça m'a dégoûté. Ah ouais, t'as arrêté. Mais du coup, t'as vu tous les films ? Non. Non, elle a pas tout vu. D'accord. Non mais voilà, ça c'est une belle idée, et surtout c'est un des trucs qui donne un peu de moi je trouve de cœur en fait au film, quoi. C'est-à-dire que ça, on a parlé de l'histoire d'amour en fait du Moldu, c'est que c'est des petits trucs en fait qui font que voilà, tu t'attaches au personnage. Mais la problématique en fait pour moi de ce film-là, enfin la problématique, j'ai envie de dire la béquille en fait si tu veux de ce film-là. Moi je suis contrairement à Julien et aux enfants, j'aime pas le premier Animaux Fantastiques en fait. Je trouve ça hyper mal, je trouve ça délaye à mort, ça raconte peu de choses finalement. Non mais je suis désolé Léonard, je vois bien que t'es choqué là. Tu vois, mais imagine que tu fais la tronche que tu fais, c'est exactement la tronche que tous les auditeurs font quand on parle de Marvel. Voilà. Mais non c'est moi je me suis profondément. Ouais, toi aussi Célestin, je t'ai vu. Il est menacé, ouais. Vous ne le voyez pas, mais il est menacé par les enfants. Ils sont en train de mettre un couteau à beurre sous ma gorge là. Chucky.
Non, mais parce que moi je m'ennuie, tout bêtement je m'ennuie, et surtout j'ai un gros problème avec le design en fait des créatures. C'est-à-dire que ça c'est un truc dont ils s'en débarrassent plus ou moins là-dedans, parce que comme l'ont dit les enfants, il n'y a pas beaucoup de créatures. Donc effectivement en fait on perd de ça. Et la béquille, on va dire, de cet épisode-là, c'est de se rattacher à l'univers d'Harry Potter. Énormément. C'est-à-dire que on l'a vu dans une salle, il faut le dire. Hein. On l'a vu dans une salle où il y avait un peu à la Spider-Man No Way Home. Hein. C'était l'avant-première au Grand Rex avec beaucoup de fans. Avec des Potterheads quoi, en fait, qui applaudissaient à tout rompre à l'apparition de chaque personnage en fait. Et bon, par exemple, quand il y a eu le château de Poudlard. Bah voilà, ils étaient l'école de Poudlard, ils étaient à fond la caisse quoi. Mais quand tu vois ces trucs-là, pour moi, on est rentré dans un système où maintenant, on va fêter, on a fêté les 20 ans du premier Harry Potter au cinéma. Les bouquins, ils existent depuis un peu plus longtemps. Et en fait, on est dans la nostalgie pure. Et pour moi, c'est la première fois en fait, que je vois ça dans un Harry Potter. Ce qui fait que, du coup, c'est très dans l'air du temps. Hein, mais du coup, tu sens qu'en fait, il se rattrape là-dessus. Et comme c'est des scénarios originaux, ce qui était aussi l'un des intérêts en fait de relancer cette nouvelle trilogie, enfin pas plus que trilogie puisque c'est une nouvelle saga quoi. Je trouve ça dommage en fait que voilà ils étendent pas cet univers-là à ce niveau-là quoi. Est-ce que c'est vraiment en fait j'écourte vachement parce que les enfants ils arrêtent pas de lever la main pour vouloir poser des questions. Mais c'est très bien. Mais je me demande une chose, c'est est-ce que c'est réellement de la nostalgie dans la mesure où quand tu regardes le public, il y a quand même un public qui n'était pas né quand les premiers sont sortis. Bah, c'est de la nostalgie à la mesure du fait d'avoir vu combien c'est le 11e film là tu dis 11e voilà donc à la mesure d'avoir vu 10 films sur 15 ans. Ouais mais moi je suis nostalgique des films que je regardais quand j'étais petite. Vous avez applaudi quand même à certains moments où vous avez réagi. Quand vous avez vu Poudlard, vous étiez content quoi, faut raconter pas d'âneries. Il y a beaucoup de gens dans le public qui avaient votre âge. Non mais là je pense qu'ils veulent régler leur compte à Stéphane. Retenez pas vos coups les enfants. Allez, vas-y Léonard. Juste déjà pour revenir sur le fait qu'on voit pas assez les animaux fantastiques. C'est vraiment enfin c'est quelque chose qu'ils auraient pas dû faire. Mais je pense que c'est assez compliqué à gérer parce que les animaux fantastiques, c'est quelque chose, soit tu le fais, mais donc ça tu auras sur tout le film, soit tu le fais pas et donc tu vas pouvoir réussir à mettre ça de côté, mais tu peux pas faire deux histoires s'il y en a une où... Oui, ils sont pas intégralistes, pas trop intégrales l'histoire. C'est compliqué parce que si tu fais une histoire avec un nouvel animal fantastique, va falloir leur inventer une histoire, montrer l'histoire, donc... ça se complique et... Là, ça servait un peu de prétexte. Ça pourrait expliquer le manque. Là, c'est un peu comme si les animaux servaient de prétexte pour l'histoire qui est à côté. Oui, enfin, plutôt. Et toi, Célestin, qu'est-ce que tu voulais dire ? Quand il dépose l'animal fantastique dans la valise, moi j'étais dans ma tête, j'étais... Rentre dans la valise, rentre dans la valise, rentre dans la valise, rentre dans la valise. Et dès qu'il l'a posé, je dis... Non, mais il doit toujours rentrer dans la valise, on est d'accord. Même quand il posait les animaux fantastiques dans le 1, il rentre dans la valise. Dans le 1 quoi ? Qu'est-ce qu'il y a le 1 ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous voulez dire sur le 1 Attends, si tu veux m'engueuler, tu mets pas la main sur le micro. Hein. Tu n'aimes pas le 1. Non, j'aime pas le 1. Tu veux qu'on règle ça entre nous ? Qui vaut non, mais on va régler ça après. Alors, Stéphane, Julien, est-ce que vous avez une dernière chose à dire pour votre défense ? Non, mais papa, il va pas mourir. Il va falloir qu'il lui donne l'argent de poche, donc. Ah ouais, d'accord. Ouais, direct de nouveau, papa. Ouais, ces enfants sont corrompus. Ah, c'est horrible. Voilà. Stéphane, comme ça, on prend la télé. Moi, on vous nourrit avec de la pizza, donc tout va bien, quoi, tu vois. Non, non, en fait, à rajouter, en gros, moi, si je trouve qu'en fait, on est on tombe en fait dans l'écueil de la nostalgie. Et en gros, le seul truc que j'ajoutais, parce qu'en fait, j'allais partir sur un énervement vis-à-vis du réalisateur, hein, David Yates, que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il arrête de faire le rentier sur cette série, qu'il aille faire autre chose, quoi, parce que pour moi, il plombe vraiment le truc. Moi, c'est un univers que j'aime. Cet univers-là, c'est un univers en fait qui devrait m'intéresser. C'est un univers que je serais content si j'avais des enfants de montrer à mes enfants comme je viens de le faire en fait quand il le montre à ses enfants. Et le truc, c'est que en gros, pour moi, l'assurance que j'ai, c'est quasiment à tous les épisodes que j'ai vus qui sont réalisés par ce monsieur, c'est que je m'emmerde.
Hein, excusez-moi les enfants, bouchez les oreilles, je m'emmerde. Donc voilà. Et je m'emmerde et je trouve que c'est pas quelqu'un. En fait, je trouve que c'est pas quelqu'un qui design vraiment ces séquences en fait de façon à rendre en fait cet univers crédible. Si l'univers est crédible, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là auparavant et notamment en fait, bon évidemment J.K. Rowling, voilà, mais même Chris Columbus, quoi qu'on en pense en fait de ces films à lui, quoi. Et Alfonso Cuarón. Donc en gros le design en fait, je trouve que le problème justement que j'ai avec le premier film, et ce qui est moins problématique là puisqu'on voit moins de créatures, c'est que justement je trouve que ces créatures là, j'ai du mal à croire qu'elles existent dans l'univers dans lequel en fait ça se déroule, quoi. J'ai beaucoup de mal avec ça et je trouve que les effets spéciaux vieillissent super vite en fait à cause de ça, à cause du design, pas à cause des effets en soi mais vraiment à cause du design. Là voilà, après sur ce film là en soi, je pense que le gros truc, c'est pour les fans d'Harry Potter, c'est que juste tout simplement ça se rattache globalement en fait et ça revient comme une espèce de préquel en fait au précédent film, enfin à la précédente saga, quoi. Célestin, tu veux dire une dernière chose? J'ai toujours pas compris le pendentif dessin. On te la racontera en antenne. Ok. Ouais, bon. Bon, en tout cas, si vous n'avez plus rien à ajouter, Léonore, une dernière chose? C'était pour dire, là, s'il y a des personnes qui écoutent le podcast en faisant la cuisine et que les enfants sont en train de jouer à la Switch à côté, non, je prends un vrai exemple qui existe. Oui. Même s'ils vont râler, oui, bah dites-leur d'écouter. Bah, par contre, il va falloir remettre tout au début parce que je dis ça à la fin, mais voilà. Hein, Tu veux que les enfants écoutent cet épisode-là, c'est ça? Moi, je veux bien. Moi aussi, oui, non, je veux mais bien. c'est vrai qu'en fait, pourquoi on a décidé de déjà vous êtes venus voir le film avec nous et on s'est dit que ça serait vachement sympa d'avoir en fait l'avis des enfants en fait sur ce film-là, quoi. Mais je suis étonné, je vous trouve dur en fait avec le film. J'avais pensé que vous aimeriez un peu plus. Ouais. Et en fait, quand vous placez le film comme ça, il y a deux jours qui sont passés, et ça y est. Les auditeurs, ils vont dire, ils ont une petite nia. non, pas du tout, parce que justement, j'ai évité d'en parler avec eux pour raconter les coulisses et tout du truc, pour justement ne pas les influencer et ne pas leur dire le truc, quoi. Mais c'est trop tard, ils vivent avec toi. Ils ont la vie et la critique aiguisée. Non, pas du tout, mais voilà, quoi. Mais c'est quoi, non. Ils ont un avis aiguisé. Ah oui, eux. Ils ont déjà l'œil critique. Ah oui, c'est vrai. Papa. Non, mais je suis étonné, en fait, je pensais que vous aviez plus apprécié que ça. Non, papa, on est des méchants. Non, papa, on n'aime pas toujours les films, hein, tu sais. Ouais, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que t'aimais pas Die Hard, alors tu vois, on est à égalité. Piège de cristal. T'aimes pas Piège de cristal trop? Non, j'aime pas trop. Tu vois, voilà, bon, on est à égalité alors, tu vois. Tu vas partir de la maison de Célestin. On est à égalité, j'aime pas les animaux fantastiques, t'aimes pas Die Hard, t'aimes pas le Piège de cristal, voilà, on est à égalité. Allez, fin de l'émission. Bon, si vous voulez vous faire votre propre avis, Les Secrets de Dumbledore est sorti en salle ce mercredi 13 avril. On arrive à la fin de cette émission et aujourd'hui, pas de répondeur, on vous laisse encore quelques jours puisque on a un second épisode de Sale Temps pour un film qui sort après-demain. On y parlera d'un autre film avec des grands enfants cette fois. On va parler de Jackass Forever. Sale Temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Léonore, Célestin, merci. De rien. Julien, Stéphane, merci aussi. Merci Clémence. De rien. Et puis merci Alain à la technique. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager et qu'on plonge sur d'autres formats de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Enfin, pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez-nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans 2 jours. À très vite. Push.